Merci de me donner ce temps d'écoute et puis de m'avoir invité à venir voir un peu ce que vous faites ici. Et moi, je vais profiter de cette occasion pour vous parler un peu de ce qu'on fait nous chez nous. Je pense qu'il y a des choses clairement qu'on fait chez nous qui ressemblent à ce qui se passe ici chez Minds. Je vais juste dire, je n'ai pas prévu de slide de pub, mais deux mots là. Moi, je travaille au Cerfax qui est à Toulouse. C'est un labo de recherche qui travaille sur de la mécaflux numérique essentiellement à la base. Et moi, j'ai été recruté il y a un peu plus d'un an en tant que permanent pour coordonner le montage d'une équipe interne qui s'intéresse aux questions d'apprentissage machine pour la modélisation physique. Et cet intervalle entre les deux, finalement, c'est un peu nouveau pour nous et comme pour tout le monde. Et donc, on a quelques initiatives dans le domaine et je ne vais pas vous faire un cours sur l'IA, j'imagine que vous avez déjà été bassiné par ça. Je vais faire quelques généralités et après, je vais sur un peu notre approche, on va dire. Et puis après, je vous montrerai plus concrètement certains des sujets de recherche sur lesquels on travaille et des questions auxquelles on essaie de répondre au travers de ça. Donc, pour les généralités, j'attaque direct par du très très bullshit. En fait, un des trucs marrants qui fait qu'aujourd'hui on entend parler tellement de machine learning, c'est à quel point c'est à la mode, à quel point c'est hype. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces courbes, c'est des courbes de hype, c'est-à-dire on sait que toutes les technos ont tendance à passer par ce genre de courbes qui ont en fait des différents seuils. Hein. On sait que les technos, au début on commence à en entendre parler, après il y a des attentes complètement déraisonnables qui arrivent, derrière de grandes désillusions, et puis enfin on finit par atteindre un genre de plateau où on comprend à quoi ça sert pas, et la techno devient mature. Pour vous dire, en 2018, la boîte qui fait ce genre de truc, voilà comment elle classe les choses. Donc le quantum, ça monte clairement. Les véhicules autonomes, on commence déjà à en avoir un peu marre d'en entendre parler et de se demander finalement jusqu'où ça va vraiment aller. La réalité augmentée, elle est là. La déception est totale. Maintenant, il faut qu'on retrouve à quoi ça sert vraiment. Et alors, le deep learning en 2018, il était là. Hein, donc ça, je ne vous surprends pas. Enfin là, on est au pic des attentes complètement réalistes et irréalistes, toutes mélangées. Et donc, il faut naviguer là-dedans. Alors là, c'est spécifiquement le deep learning qui est là-dedans, mais en plus, là-dedans, il y a d'autres termes qui tournent, l'IA, le deep learning, machine learning. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur ce que c'est que l'IA historique, ce que les gens ont appelé, pas appelé. Là, je parle au global des techniques d'apprentissage et éventuellement d'apprentissage profond, enfin majoritairement finalement d'apprentissage profond, et de ce qu'elles peuvent apporter en physique. Donc pourquoi j'en parle? Malgré tout, à la base, c'est pas à cause des physiciens, hein, c'est à cause de tous ces gens-là qui clairement poussent les choses très fortement sur ces sujets, les GAFA et plus. Mais bon, nous, le genre de système auquel on s'intéresse, c'est pas de trouver des chats dans des photos, c'est plutôt, on s'intéresse à des moteurs d'avions, de fusées, ou à des problématiques environnementales. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça nous concerne, en fait, finalement, ces histoires de data science, et est-ce que ça a un sens pour les sciences physiques? Donc, pour répondre à ça, le problème, c'est qu'on peut trouver des data scientists qui connaissent rien à la physique, on peut trouver des physiciens qui connaissent rien au data science, et pour arriver à y répondre, il faudrait vraiment avoir un peu des deux. Donc, l'approche qu'on a, nous, c'est d'essayer de prendre des physiciens et de les faire monter en compétences sur la partie apprentissage, et pour explorer cette voie. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, dans la littérature, bon, ça, je pense que vous êtes assez au courant ici chez Minds, mais c'est pas très structuré, ça part dans tous les sens, tout le monde a plein d'idées. Donc, c'est vraiment un terrain de jeu intéressant, mais où les choses ne sont pas du tout déterminées encore, il y a beaucoup à construire. Alors, de quoi je parle hein, quand je dis data science? Je vais pas mal cibler, mais en gros, à la louche, pour vous situer les idées, data science, c'est tout, c'est quasiment le truc le plus large possible. C'est la façon moderne de dire statistique un peu. Là-dedans, il y a du data mining et processing, et enfin tout ce qui concerne avoir plein de données et jouer avec, et y accéder efficacement, ça c'est tout ce qui s'appelle big data. Nous, en tant que physiciens, évidemment, on trimballe beaucoup de données, on fait du calcul numérique, mais ce n'est pas le cœur, nous, de ce qu'on espère apporter au domaine, ces éléments-là. Et puis alors tout ça, quand on a le big data structuré, ça remplit, ça nourrit toutes les formes d'analyse statistique qu'on peut faire sur ces données-là, et qu'on peut faire efficacement à l'échelle sur des grandes données si on est équipé. Et au sein de l'analyse statistique, il y a les techniques d'apprentissage. Il y en a qui ne sont pas de l'apprentissage, mais clairement il y en a, et là-dedans il y en a un tas, tout un tas qui existe depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'il y en a une catégorie qui émerge de plus en plus depuis une petite dizaine d'années, qui est le deep learning. Et l'IA, les machins qui font qu'on en entend parler et que ça fait la une du point, c'est essentiellement le orange et le rouge, là, voire pas mal centré sur le rouge actuellement. Donc quand je vais parler d'IA et de techniques d'apprentissage, donc hein, je me concentre surtout là-dessus. Ce sont les techniques qu'on connaît moins, les physiciens font des stats depuis longtemps, mais l'apprentissage c'est un peu plus nouveau. Alors, je continue un peu le thème général. Pourquoi est-ce que ça pose des soucis aux physiciens de s'intéresser à l'apprentissage? Une des façons de regarder ça, c'est de se dire qu'en fait, l'approche scientifique, ce qu'on considère, ce qu'on apprend depuis très jeune comme étant l'approche scientifique, c'est un système qui s'appelle hypothético-déductif,
c'est-à-dire un système dans lequel on prend des entrées, on définit des règles, ça va être un programme, mais par exemple on va dire que ce qui régit le système c'est une certaine équation, et ensuite on va tirer toutes les déductions qu'on peut tirer de cette équation, et on va observer à la fin une certaine prédiction, et on va comparer ça à l'observation. Donc on fait une hypothèse, on en tire les déductions, et à la fin on compare ces déductions à l'observation, et ça valide ou ça invalide a posteriori l'hypothèse qu'on a faite. C'est la démarche scientifique. Ça c'est l'approche qu'on connaît bien. L'approche qui est... Donc en entrée on a les hypothèses, et en sortie on a les déductions. L'approche alternative, c'est l'approche inductive. Ça c'est un truc qui n'est pas du tout intuitif pour un physicien, c'est qu'on a retourné le programme, le modèle, et la donnée. Ce qu'on donne en entrée, au contraire, ce sont directement les observations, et c'est à l'issue de ce processus inductif qu'on en tire finalement la loi qui décrit le phénomène. Et ça, c'est très très contre-intuitif pour beaucoup de physiciens, qui considèrent que le travail de recherche, c'est le travail de faire cette déduction, et pas d'inverser les choses. Donc là, on a beaucoup de réflexions à mener pour accepter ou trouver les domaines dans lesquels cette approche-là, elle est acceptable. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que IA, évidemment, il y a le mot intelligence, et alors là, il y a aussi beaucoup de gens qui sont très... sensibles, voire frustrés par cette idée qu'on puisse remplacer une intelligence humaine de physicien de 150 ans de recherche par une IA, une intelligence automatique, alors que c'est qu'une boîte noire et que c'est bête. Une façon que moi je trouve intéressante, qui vient pas de moi, de rééquilibrer cette vision-là, c'est de se dire qu'en fait on peut voir, alors c'est très très simplificateur, mais on peut voir l'intelligence par exemple comme le ratio de la compétence qu'on est capable d'acquérir pour une certaine expérience donnée. Et si on fait ça, on se rend compte que les humains sont souvent, par rapport à beaucoup d'autres systèmes vivants et non vivants, très très intelligents. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité de généraliser à partir de peu d'expérience et d'acquérir une compétence qui, elle, va ensuite marcher dans beaucoup d'autres situations, qui est très très grande. Et donc la pente de cette droite, si on définit l'intelligence comme ça, les humains sont effectivement très intelligents. Par contre, une intelligence artificielle, souvent aujourd'hui, le niveau de techno qu'on a majoritairement, c'est qu'elles sont beaucoup moins intelligentes. C'est-à-dire que la pente est beaucoup plus faible. Par contre, elles vivent des vies beaucoup plus longues que nous. L'exemple typique, c'est par exemple AlphaGo, AlphaZero, du coup la dernière version. Un humain qui jouerait 1000 parties de Go commence à vraiment pas jouer trop mal, normalement, s'il est bien constitué. AlphaZero est complètement nul au bout de 1000 parties. Mais par contre, AlphaZero, il lui faut 24 heures pour jouer 21 millions de parties, alors qu'aucun être humain n'a jamais réussi à jouer 21 millions de parties dans sa vie. Donc, l'intelligence du système est, selon cette métrique-là, beaucoup plus faible que celle d'un humain, mais ça ne change pas le fait que dans les situations où on est capable d'acquérir beaucoup plus d'expérience, des ordres de grandeur de plus d'expérience, on peut éventuellement atteindre un niveau de compétence qui, lui, est supérieur à celui d'un humain. Donc voilà, ça c'est ce que je disais ici, c'est très efficace pour les humains, mais on peut aller plus loin grâce à des grands niveaux d'expérience. De ça, on peut tirer un certain nombre de choses, parce qu'il y a un certain nombre de cas aujourd'hui où les gens veulent utiliser de l'IA, de l'apprentissage, mais où on sait qu'on a déjà une description qui est concentrée, qui est élégante, qui est théorique, où des humains ont réussi à apporter un niveau de connaissance et de compréhension au phénomène qui est très grand. Et ça ne nous paraît pas toujours le plus intéressant pour aller attaquer de l'apprentissage, en fait. Quand on regarde des problèmes qui sont déjà très bien décrits par exemple, une approche analytique, qui donne un très bon résultat, recommencer ce système-là en espérant, avec une tonne d'expérience, peut-être atteindre le même niveau, ça ne nous paraît pas forcément être la meilleure approche. Là où, par contre, il y a des cas où on est limité parce qu'on n'arrive pas à acquérir assez d'expérience sur un phénomène qui est trop complexe, qui est trop variable, et donc on n'a pas une très bonne description de ce phénomène, mais où, pour une raison ou une autre, on pense qu'on est capable de nourrir des ordres de grandeur d'expérience de plus à un mécanisme apprenant. Et donc là, ce sont les cas où on espère aller plus loin que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est tout pour le bullshit. Je vais vous parler maintenant un peu plus de ce qu'on fait nous. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. La façon qu'on a nous d'aborder ça, c'est il y avait des initiatives partout éparpillées. Je pense que vous connaissez ça tous, en recherche, les gens se posent des questions à droite à gauche, essaient d'écrire des modèles. Donc on a essayé de structurer ça simplement dans un groupe de travail qu'on a appelé Helios. Et la première chose qu'on a fait dans Helios, c'est de se concentrer sur la règle garbage in, garbage out, c'est-à-dire que si on veut faire de l'apprentissage mais qu'on a des données pourries, il n'en sortira que des modèles pourris. Et donc, si on veut faire de bonnes inférences, on veut apprendre de bons modèles, il nous faut de la donnée de qualité, ça c'est une chose, mais surtout il nous faut des experts qui connaissent et qui comprennent bien cette donnée, qui sont capables de la valider, qui sont capables de valider les apprentissages qui vont avec, et ainsi de suite.
On s'est retrouvé je ne sais combien de fois devant des gens qui nous disaient « Ah oui, oui, moi j'ai des centaines de terras, c'est super, mais moi si j'ai pas de l'intelligence à amener, par exemple pour labelliser la qualité ou labelliser les choses que je veux apprendre sur ces données, ça me sert à rien d'avoir des centaines de terras. » Et donc, Helios, c'est ce groupe de travail académique essentiellement à la base qui concerne le Surfax et SupaHero. Mais en fait, on s'est entouré, on essaie de s'entourer du plus de partenaires possible. Donc ça, c'est ceux qu'on a réussi à récolter pour l'instant et qui chacun ont des domaines d'application assez différents. On a des géosciences, on a de l'aérodynamique, on a des données satellites, on a de l'hydraulique aussi chez EDF. Et à chaque fois, ces gens-là connaissent très très bien leurs données, connaissent leurs problématiques, sont capables d'être très critiques sur les modèles qu'on fait. Et ça, c'est vraiment indispensable, quoi. Si on leur dit juste de poser les données à un endroit et que nous, on s'en débrouille, en fait, on ne sait pas quoi en faire et ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, l'autre chose, c'est que donc, je vous disais, on part de l'idée qu'on part surtout avec des physiciens qu'on essaie de former à la data science. Enfin, moi, j'ai cherché des gens qui étaient experts physiciens, experts data science, il n'y en a pas assez, ou très très peu. Donc, il faut bien les former et donc, on met un accent assez fort sur la formation, à la fois du côté des écoles et en interne aussi au Surfax. Mais finalement, bon, ça c'est assez classique. L'autre truc qui est un peu nouveau par rapport à la façon dont on fait de la science d'habitude, c'est les compétitions. Parce qu'en fait, le data science marche énormément par compétition, puisque c'est très difficile de savoir quand une technique est optimale ou non. Il y a peu de background théorique pour le savoir. Et donc, le plus simple, c'est juste finalement, quand on essaie de savoir comment je sais que les techniques on leur a donné les mêmes chances en fait à toutes les techniques et que ça a une chance d'être valide, ce qu'on regarde, bah, pour s'en rapprocher, le mieux qu'on ait trouvé, c'est le crowdsourcing. Enfin, nous et puis les sites comme Kaggle, enfin les sites qui font de la science des données aujourd'hui sont majoritairement basés là-dessus. Donc on utilise une plateforme qui s'appelle donc Codalab et qui est une plateforme gratuite, ouverte, sur laquelle on peut créer ses propres compétitions à la mode Kaggle. Alors nous on n'a pas de sous, donc il n'y a rien à gagner, à part la gloire, mais par contre ça permet effectivement de suivre au fur et à mesure En fait, ça permet en premier lieu de formuler le problème d'une façon suffisamment claire, avec des entrées et des sorties suffisamment claires et des métriques dont on est d'accord avec le fait que si on atteint un bon score sur cette métrique, on sera content du résultat, tout ça n'étant en fait pas du tout trivial. Alors on a le truc suffisamment impacté pour qu'ensuite des gens qui ne comprennent pas le problème dans les détails soient capables eux de se jeter sur la diversité des modèles et de tenter de trouver les modèles qui sont les plus performants sur ce système-là. Voilà, donc c'est une façon qu'on tente d'introduire pour débiaiser un peu l'approche, parce que sinon on est devant l'éternel problème que si je présente 3 techniques et qu'il y en a une qui est mieux que les 2 autres, s'il n'y a pas un data scientist qui a suivi tout ce que j'ai fait, qui est d'accord, qui connaît bien les 3 modèles que j'ai choisis, personne ne peut savoir que celle qui a gagné, c'est pas juste parce que c'est celle que moi je préfère et que je l'ai plus optimisée ou plus intelligemment optimisée que les autres. Donc ça c'est quand même un problème pour une approche scientifique. Voilà. Donc maintenant j'attaque les cas concrets, les cas sur lesquels on a travaillé. J'en ai 4 de domaines assez différents. On a de l'hydraulique, des feux de forêt par image satellite, enfin héliportée, des modèles de combustion turbulente, donc pour le coup vraiment de la CFD, et des géosciences. Donc on touche vraiment à des domaines très variés qui sont liés au domaine d'activité du Surfax. Mais au travers de ces cas-là, en fait je veux vous parler d'autres sujets qui je pense sont plus génériques. Le premier cas, ce sont des séries temporelles, et manipuler, jouer avec des séries temporelles, c'est pas ce qu'on fait le plus souvent, disons, donc ça c'était déjà important. Et l'autre chose, c'est qu'on va voir, il se trouve qu'on est tombé sur un truc intéressant sur la différence entre des données réelles et des données simulées là-dedans. Le second, c'est pour vous parler d'un cas relativement classique de segmentation d'images, sauf qu'en physique, on a très peu de données labellisées, et donc là, il a fallu spécifiquement s'attaquer au problème de qu'est-ce qu'on fait quand on a peu de labels. Et ça, il y a beaucoup de bases de données aujourd'hui qui dorment, qui sont utilisables par des physiciens, mais qui dorment parce qu'il n'y a pas d'étiquette et il n'y a personne qui va passer ses journées à faire des étiquetages dessus. Le troisième sujet, je parlerai de modèles physiques remplaçables, mais aussi de HPC, comment on met tous ces systèmes-là dans un environnement HPC. Je ne vais pas vous gonfler avec les détails du HPC, mais je donnerai les grandes lignes, on pourra en parler dans le détail si vous voulez après. Et puis, on parlera de modèles génératifs et d'assimilation de données. Alors ça, c'est un peu parce que j'avais vu que Patrick Gallinari était passé la dernière fois, mais est-ce qu'il y a des gens qui font de l'assimilation de données ici? Ok, on passera vite, mais ça marche, je vous donnerai quelques clés. Je pense que c'est un sujet important, même pour des gens qui ne font pas traditionnellement de l'assimilation, en CFD par exemple, maintenant qu'il y a ces techniques qui arrivent, ça va être intéressant. Bon, j'attaque avec le premier cas, les séries temporelles sur la Garonne. Donc le cas, il ressemble à ça. Alors on a vraiment construit un toy problème pour commencer à mettre le pied à l'étrier là-dessus. Donc vous avez la Garonne ici qui coule vers Bordeaux, vers la mer.
Et on isole un certain segment sur lequel il n'y a quasiment pas d'affluent. Et ça coule de Tonins à l'Aréole en passant par Marmande. Et on a 9 ans d'observation sur ces 3 stations. Donc ensuite, le problème qu'on se donne, c'est, étant donné les niveaux à Tonins et à l'Aréole, est-ce qu'on est capable de prédire le niveau et avec précision à Marmande? C'est un truc un peu idiot, c'est-à-dire qu'on ne ferait pas ça dans la réalité, on ferait plutôt du forecast futur, mais là c'était un premier toy problème pour commencer à mettre le pied des trucs. Et donc il y a des solvers physiques pour faire ça, il y a la bathymétrie, on a la géométrie de ce segment, puisqu'il y a des bateaux qui sont passés, qui ont fait des mesures, etc. Et puis on peut résoudre les équations 1D dans ce système-là, et ça nous donne la série temporelle à Marmande. Et puis, pour l'apprentissage, il faut faire du train test split. Donc, on sélectionne les 7 premières années sur lesquelles on fait de l'apprentissage. Et ensuite, on va évaluer tout le monde sur les 2 dernières années qui n'ont jamais été vues pendant l'apprentissage. Et on va voir ce que ça donne entre les modèles physiques et les modèles appris. Pardon. Ouais. Ouais, vas-y. Typiquement, dans cette distinction dans le temps, est-ce qu'on peut considérer que c'est complètement stationnaire? C'est-à-dire que les probabilités des données de test sont-elles équivalentes aux probabilités de distribution des données de train? Probablement pas tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'on n'a pas choisi 97 et 2002, mais qu'on a exprès choisi les 2 dernières années, puisque la configuration dans laquelle quand même on voudrait que ce système peut-être marche un jour, ce serait de dire, étant donné le passé, est-ce qu'on peut observer le futur? Or, effectivement, il y a eu des crues, la bathymétrie a changé au cours de ces années-là, et donc il y a une certaine variabilité qui ne peut pas être la même dans le train et dans le test. Tout à fait, ouais. Et donc, ce qu'on fait, c'est que là, j'ai réordonné les stations, Tonins, Marmande, l'Aréole, et donc les observations sur ces 2 années de test, là, on les a aux 3. Mais les données d'entrée du solver physique, ce sont en fait les conditions limites, hein, donc c'est le début et la fin du segment. Il a essentiellement besoin du débit à l'entrée et de la hauteur d'eau à la sortie, en fait, pour faire son calcul. Du coup, pour être fair, on a appris les mêmes entrées pour le modèle d'apprentissage. Et à partir de ça, on se donne une tâche qui est de dire, la tâche 1, on l'appelle, c'est est-ce qu'on est capable d'apprendre sur le modèle physique et d'apprendre à reproduire fidèlement ce que fait le modèle physique. En gros, on ne lui a jamais donné les équations au système d'apprentissage, mais il essaie de reproduire quand même l'information. Sauf qu'on s'est dit, c'est dommage, tant qu'à faire, dans ce cas-là, on avait aussi des observations in situ à Marmande. Donc ce qui serait aussi intéressant, c'est d'oublier le solver physique pendant une seconde et définir ce qu'on appelle la tâche 2, qui est directement l'apprentissage sur les données réelles. Alors ce sont les mêmes données, d'accord, c'est la hauteur d'eau à la même station pendant les mêmes années, sauf que dans un cas, c'est produit par un modèle physique qui a sûrement fait une certaine transformation, et dans l'autre cas, ce sont les données in situ avec le bruit associé et ainsi de suite. Voilà, donc ça, ce sont les deux tâches test sur 2003-2004. Ça ressemble à ça, hein, une série temporelle en entrée et puis les 2 séries temporelles en sortie. C'est pour un humain, c'est la même donnée, d'accord, l'information qu'il y a à Marmande sortant du modèle ou de l'observation. Pour évaluer ça, l'un des premiers biais dans lesquels on est tombé directement, c'est d'évaluer la complexité de la tâche. Et alors ça, les physiciens, ils ont un biais terrible là-dedans. C'est qu'ils s'imaginent que la complexité qu'ils ont à modéliser le phénomène est proportionnelle à la complexité de la tâche d'apprentissage qu'ils ont définie. Je m'explique. Typiquement, quand on évalue un modèle comme ça qui doit prédire une hauteur d'eau, on aurait tendance à calculer l'erreur moyenne, ou la RMSE. Mais pour la dimensionner avec quelque chose, on va la comparer notamment à la variance, d'accord, de notre signal. Sauf que si on fait ça, la variance du signal, elle est calculée sur 2 ans. Il y a des moments où c'est l'hiver, il y a plein d'eau, où le printemps, fond des glaciers, il y a beaucoup d'eau. Il y a des moments où le niveau est très bas en été. Donc en fait, la variation standard, elle est d'1,90 m. Mais un modèle de prédiction de niveau d'eau qui se gourde de plus de 10 cm, personne n'en veut. 1,90 m, c'est monumental. Parce qu'en fait, ça c'est une métrique qui serait très biaisée. La vraie tâche qu'on est en train de faire, même si le signal il ressemble à ça, c'est on est en train de dire, à ces 3 stations-là, on se place au même instant en fait. Donc ce qu'on dit, c'est que les entrées vont être à un temps t, et par rapport à ces entrées-là, on va essayer de prédire les sorties à ce même temps t. Et donc en fait, la complexité de la tâche, c'est d'arriver à définir l'intervalle qu'il y a entre ces 2 lignes-là. Donc si vous le regardez dimensionné par rapport aux variations annuelles, vous avez l'impression que tous les modèles sont hyper bons. Et ça, c'est un vrai problème, parce que c'est comme ça qu'on arrive avec des gens qui ont un énorme réseau de neurones qui, à la fin, fait pas beaucoup mieux qu'une régression linéaire. Et qui ne s'en rend pas compte, parce qu'il croit que son modèle, il est super pour prédire la variance. Donc, concrètement, la vraie complexité de la tâche, ça c'est ce que je vous ai dit, elle n'est pas dans l'observation simple du signal ou de la RMSE totale. D'ailleurs, si on prend une des entrées que je vous ai citées au hasard et qu'on regarde comment elle est corrélée à la sortie de ce qu'on essaie de prédire, une simple corrélation linéaire nous donne un R carré de 0,992. Donc là, j'ai rien appris. Enfin, on peut discuter, est-ce qu'une régression linéaire, c'est le tout début de l'apprentissage ou pas. Si vous voulez, j'ai appris 2 coef, la pente et l'ordonnée à l'origine, mais c'est un apprentissage extrêmement simple. Donc en fait, la vraie bonne question à poser, c'est pas est-ce que j'arrive à prédire la hauteur d'eau,
mais c'est de combien de plus qu'un modèle simple, une baseline, est-ce que j'arrive à prédire des choses. Sinon, j'ai dégainé un énorme réseau de neurones pour faire peut-être pas mieux que ce truc-là. Et donc, la vraie question à poser, c'est ça, c'est non pas de comparer dans l'absolu, mais de comparer à ce qu'on appelle une baseline. En fait, c'est classique en machine learning, mais nous, il nous a fallu un moment pour trouver la façon d'expliquer ça correctement aux gens avec qui on bossait. Et du coup, on a sorti une métrique, puisque pour faire une compétition, il faut une métrique, et ça, on l'appelle là, enfin, on ne l'a pas inventé celle-là, mais c'est une façon de faire, c'est de parler de résidus expliqués ou de variance résiduelle expliquée. Et donc, on le définit comme ça, c'est la MSE du modèle qu'on propose comparée à la MSE de la régression linéaire. En fait, la MSE de la baseline, d'accord? Et ce qu'il faut, c'est faire mieux que la baseline. Donc, typiquement, si on a un f égale 1, ça veut dire que la prédiction est parfaite, ça, il y a peu de chances que ça arrive. Si c'est 0, on n'est pas mieux, on n'a rien appris en fait. On a des gens qui nous ont soumis des trucs qui étaient des LSTM de ouf, sauf qu'en fait, ils faisaient f égale 0 à peu près. C'est-à-dire que le LSTM avait réappris à faire une régression linéaire. Et puis évidemment, il y a des soumissions où f était négatif, donc ça, c'est encore pire. Donc voilà, c'est très important. Enfin, ça, c'est un des trucs qu'on a réalisé en faisant ça. Ensuite, on a balancé quelques techniques. Je vous en fais une sélection de 5. Il y a la régression linéaire qui était notre baseline. Il y a la Gaussian Process Regression, ça c'est parce que les gens qui font de l'environnement, ils adorent ça, ils appellent ça le crigeage, ils en font pour tout, donc il fallait le mettre dedans. Et puis un peu de gradient tree boosting parce que c'est une technique qui gagne beaucoup de compétitions de machine learning et qui est assez à la mode, donc c'est pour comparer un peu. Et puis après, 2 techniques de réseau de neurones, parce qu'on aime bien ça. Le Hello World des réseaux de neurones, des MLP assez simples qui ne sont pas très représentatifs de la réalité actuelle du deep learning. Et des CNN qui sont un peu plus représentatifs, même si là ils étaient assez petits, et ça ressemble plus à ce qui se fait dans le state of the art aujourd'hui. Et donc ça ressemble à ça. La première chose qu'on regarde, c'est donc cette fameuse FER, et là on est content parce que par construction, la régression linéaire elle est exactement à 0, elle ne prédit pas plus qu'elle-même. Mais là où on est content, c'est que sur les 2 tâches que je vous ai décrites, donc le modèle physique en bleu et les observations in situ en orange, on apprend plus de 70% de la variance résiduelle. Donc ça sert à quelque chose d'apprendre. Ces modèles-là, ceux que je vous montre et qu'on a sélectionnés, sont ceux qui effectivement arrivent à apprendre quelque chose et à faire mieux qu'une simple régression linéaire. On voit aussi que la tâche 2, c'est la même donnée, mais elle a l'air un peu plus dure que la tâche 1. Donc finalement, pour nous, humains, c'est la même donnée, mais pour le modèle d'apprentissage qui regarde, c'est pas forcément aussi simple. Donc l'autre chose qu'on peut regarder, c'est justement la RMSE, enfin l'erreur moyenne, parce que ça parle à des hydrauliciens. Eux, ils savent qu'un modèle il a tendance à faire un certain nombre de centimètres d'erreur à la louche. Ils savent que de toute façon, ils ont une incertitude sur leur mesure qui fait que ça ne sert à rien d'essayer d'aller chercher en dessous de 3-4 cm. Et donc là, c'est pas mal parce que la régression linéaire, elle faisait quand même dans les 15 à 17 cm d'erreur. Et tous les modèles d'apprentissage font effectivement pas mal mieux et sont plutôt proches de 5 à 7, 8 cm d'erreur, ce qui est pas mal. L'autre chose qu'on voit, c'est que, en fait, si on regarde l'erreur max, elle est beaucoup plus élevée, ce qui est assez logique. On a optimisé pour une erreur moyenne. Et là, c'est un autre biais, en fait, c'est quand on prend des modèles d'apprentissage, tout le monde utilise de base en général l'erreur moyenne ou l'erreur au moindre carré, l'erreur moyenne au carré, mais finalement, ce n'est pas forcément une très bonne représentation de ce que vous êtes en train d'essayer d'optimiser. Or, là, en gros, le système, il a appris à vachement bien prédire le niveau d'eau pendant l'été, quand il n'y a rien qui bouge, et par contre, il se gourre bien pendant les crues, les moments où l'eau est le plus haute possible et où on peut avoir envie d'avoir un modèle prédictif qui est... En fait, c'est ça les moments qui sont les plus importants. Donc cet encodage dans la loss de ce que vous voulez vraiment du système, c'est absolument essentiel et c'est pas non plus quelque chose que les gens vont toujours à l'esprit. L'autre chose qui est intéressante, c'est que donc, les gens de ce domaine, ils jurent que par le crigeage, le Gaussian Process Regression. Et alors on a fait la tâche 1 au début, ils sont arrivés premiers. Ah, ils étaient hyper contents. Ouais, tes réseaux de neurones, ça sert à rien. Le crigeage, on a toujours fait ça, on va continuer à faire ce qu'on a toujours fait. Et donc on était bien content de sortir la tâche 2, la tâche orange, parce qu'en fait, le problème, c'est que le fait qu'un modèle soit performant ne préfigure pas du tout du fait qu'il soit capable de généraliser à certains types de fluctuations dans les données. Et donc là, le passage de données simulées à des données réelles, ça a complètement fait exploser ces techniques-là, alors que typiquement les réseaux de convolution, certes, ils n'étaient pas tout à fait optimaux dans le cas... donc, ici, on avait le best performer sur la tâche 1, qui en fait était le pire sur la tâche 2. Alors le gars, quand il a vu ça, il s'est énervé toute la nuit, il a fait 18 soumissions jusqu'à ce qu'enfin il arrive à passer en dessous de gradient boosting pour essayer de faire marcher sa technique. Mais malgré tout, il y avait vraiment impossibilité à faire progresser ce truc-là. Alors que le CNN, assez naturellement, était très robuste à ce changement de nature dans les données. Donc ça, c'est encore un autre élément qu'on va essayer de porter à l'attention des hydrauliciens. Voilà, et juste pour vous montrer... Pardon, vas-y. C'est intéressant le fait que les données, elles sont en fait, c'est des bruits, quelque part des bruits dans les mesures, qui perturbent l'apprentissage. Je ne peux pas mettre ma main coupée sur ce que c'est, mais c'est une hypothèse clairement qu'on fait. Ouais. Et donc, est-ce que si tu avais mis
un débruitage en amont de la chaîne, finalement, le modèle sert de débruitage. Alors, il a essayé, le gars qui faisait du Gaussian Process, il a fait de l'analyse en composantes principales et il gardait que les modes principaux et tout. Et ça, c'est le résultat max du meilleur truc qu'il ait fait avec pré-traitement en entrée. Il n'a jamais réussi à recoller à ce qu'on avait avec le réseau de convolution là-dessus. Alors, il ne faut pas généraliser, mais les gens qui disent qu'ils vont faire des grosses simus pour pouvoir entraîner des réseaux dessus, pour pouvoir entraîner des systèmes d'apprentissage dessus, et après s'en servir dans le monde réel, moi j'avais cette idée jusqu'à récemment, et là maintenant je me dis, attention, en fait, je ne sais pas, ou en tout cas le processus de sélection de la méthode, s'il est centré sur des données qui sortent d'un modèle, le risque c'est d'avoir des biais énormes le jour où on passe sur des données réelles. Bon, l'autre chose, c'est aussi qu'en fonction de ce que vous essayez de prédire, là on a 7 années. Alors en 7 années, il y a eu les crues qu'il y a eu, mais on n'a pas vu la plus grande crue de la décennie ni du centenaire. Et donc il y a certaines méthodes comme les arbres de décision qui apprennent des seuils binaires. Et donc quand ils voient des niveaux qu'ils n'ont jamais vus avant, des fois ils écrètent. Alors là c'est catastrophique parce que s'il y avait un moment que les hydrauliciens ils attendaient avec une précision absolue, c'était celui-là. Donc ça ne se voit pas tellement sur la MSE, c'est le pire mais pas de beaucoup. Mais en fait c'est catastrophique sur l'utilisation réelle du modèle. Donc ça c'est encore un autre élément qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc ça c'est tout pour les séries temporelles. Déjà on était contents, on avait appris des trucs. Et ensuite, on a attaqué, en parallèle, on a attaqué un autre sujet assez différent, qui est l'exploitation de bases de données existantes. Alors là, c'était une application assez naïve et classique, directe de l'apprentissage, et même des réseaux de neurones. Donc ça, c'est un postdoc qu'il y a chez nous, qui a passé du temps il y a quelques années sur un hélico, à regarder cramer des patchs de forêt, où on fout le feu tout autour, et puis on regarde se propager les choses, parce qu'ils essaient de construire des modèles dynamiques de propagation du feu, en fonction du vent, en fonction de l'état du terrain, et ainsi de suite. Et donc, il se retrouve avec des images comme ça, des images de radiance, sur lesquelles il a besoin de savoir où est le front, pour ensuite savoir à quelle vitesse il se propage. Et alors là, ça se passe pas bien du tout avec ces méthodes, parce qu'en fait, avec ces méthodes à lui, parce qu'en fait, alors là, il y a déjà les deux superposés, mais ici, vous voyez en jaune des méthodes de thresholding un peu tunées qu'il utilise lui. Et en fait, le problème, c'est que le feu, vu d'au-dessus, il y a des fois où il y a le vent qui est en train d'attraper les gaz chauds et de les rabattre par-dessus la zone qui n'a pas encore brûlé. Et il y a des fois où c'est l'inverse, le feu se propage contre le vent et donc la zone qui est juste devant la flamme est super froide. Et donc des techniques un peu simples de seuillage et d'astuces avec des niveaux de radiance et sur différentes longueurs d'onde sont vraiment pas du tout bonnes là-dessus, alors que à l'œil, c'est assez facile à faire. Mais bon, il y en avait des centaines et des centaines d'images, donc il n'avait pas envie de toutes les faire à l'œil, donc on s'est dit, ça c'est chouette, c'est clairement un problème de segmentation d'images qui marche bien pour les réseaux de neurones. Donc on a fait ça avec un réseau, et du coup, il lui faut à peu près 20 minutes pour étiqueter une image, et sur ce feu, il en a 500 des images. Donc il nous en a fait 12, je crois, ce qui déjà lui a pris du temps, et c'était difficile. Et là, on était un peu embêté au début, parce que quand on cherche la littérature là-dessus, le message en gros, c'est qu'il ne faut pas aller chercher des réseaux de neurones convolutionnels quand on a très peu de données. C'est un peu antinomique, quoi. Le problème de ça, le risque fort de ça, c'est d'overfitter. Mais en fait, nous, on s'en fichait d'overfitter, parce que notre objectif là, c'était d'étiqueter le reste. C'est-à-dire que le réseau qu'on a entraîné sur ces 10 ou 12 premières images, il est super nul. Si on le passe sur un autre feu, il va dire n'importe quoi, parce qu'on a probablement archi-overfité l'information qu'il y avait dans ces données-là et dans ce feu-là. Mais on s'en fiche parce que l'objectif, c'était que ça marche sur ce feu-là, en fait, sur la suite de ce feu-là. Et du coup, en bricolant un peu des choses, on s'est retrouvé à avoir un système qui, certes, il y a d'autres feux qui ont été observés, alors il ne marche pas du tout sur les autres feux, mais il arrive assez bien à faire la labellisation automatique des données qu'il y a dans ce feu-là. Et donc notre objectif était atteint sur ce coup-là. Ensuite, on peut recommencer en disant, maintenant j'ai plus 12 images, mais j'en ai 500. Et maintenant, je peux essayer d'organiser l'apprentissage d'une façon qui va mieux généraliser pour un autre feu. Et c'est ce qu'on a fait derrière. Donc ce qu'on a fait, c'est que ça, c'est le feu 1 que je vous ai montré. Et là, on a le feu 2. Alors, c'est un peu normalisé, mais il n'a même pas du tout la même intensité, parce que c'était fait à un moment où la température n'était pas la même et c'est très différent. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout le premier feu qu'on a étiqueté avec notre première approche comme apprentissage. On garde un petit bout de validation là-dedans, et on prend aussi quelques images qu'on a pris la peine d'étiqueter à main dans le feu 2 pour valider ce qui est en train de se passer sur le feu 2 pendant ce temps. Et on espère qu'on va arriver à trouver un moment où on est capable d'utiliser ça pour le feu 2. Alors, si vous êtes familier de l'apprentissage machine, vous allez vite reconnaître ces courbes. Sinon, je vais passer un peu vite, mais on peut revenir si vous voulez. Quand on apprend, en général, on surveille la loss. Et le but, c'est de réduire la loss. Mais on regarde aussi la loss de la validation, donc ici la partie du feu 1. Et l'objectif, c'est que ça ne remonte pas trop. C'est-à-dire quand la loss de la validation, qui sont des données qu'on n'observe pas pour l'apprentissage, se met à remonter, ça veut dire qu'on est en train d'apprendre par cœur les données d'apprentissage. Ça, c'est un problème. Notre objectif, c'est de généraliser. Et ça, en fait, ça, c'est dans les bouquins. Mais quand on est sur une base de données théorique,
si le rouge et le bleu, là, c'est des images du même feu pris un peu au même moment, en fait, c'est tiré de la même distribution et c'est super dur d'arriver à voir cet overfit. Par contre, le feu 2, qui lui est très différent, on voit effectivement que quand on a utilisé quelques images étiquetées, on voit effectivement que mais au début ça s'améliore et qu'au bout d'un moment ça se dégrade parce que là on est en train d'apprendre par cœur le feu 1 et du coup de dégrader la capacité de prédiction sur le feu 2. Donc concrètement, ça ressemble à l'image qui est ici là, elle est segmentée comme ça, donc ça devrait être toute la zone qui est brûlée, je ne sais pas si vous voyez très bien là, mais toute la zone ici forcément qui est en amont de la flamme est brûlée, donc elle devrait tout être coloriée en jaune et elle ne l'est pas parce que en fait il est moins bon à ce moment-là. Par contre, si on s'arrête ici, si on fait l'early stop, là, on a un truc qui est relativement bon, qui est relativement raisonnable. Et avec cette technique-là, on a pu faire, alors il y a d'autres astuces, hein, c'est pas parfait, on pré-étiquette certaines images et puis l'expert il arrive et juste il vient corriger quelques trucs pour dire oui, non, on fait un peu d'active learning. Et avec ça, avec un effort très raisonnable, on a pu aussi étiqueter le feu 2. Donc voilà, ça c'est bien, c'est un peu un pied de nez à un phénomène assez fort qu'on avait au début. On disait non mais si vous n'avez pas de données labellisées, si vous n'avez pas de moyen de labelliser vos données massivement, passez à autre chose, quoi. Mais vous ne pourrez pas faire grand chose avec des réseaux de neurones. Et en fait, c'est pas vrai, quoi. Là-dessus, vraiment, ça dépasse l'état de l'art sur ce problème-là. Ok, ouais. Du coup, ça veut dire que vous avez réussi à obtenir à force de processus des données que vous savez après en tant que label pour le machine learning ou d'autres. Ouais, à chaque fois qu'on finit un de ces trucs, on jette le réseau de neurones et on est content parce que notre base de données, elle est passée de 10 à 500. Puis de 500 à 2 fois 500, enfin même le second feu il fait 2000 images je crois, donc de 500 à 2500, et ainsi de suite. Et à chaque fois on jette. Évidemment que le nouveau réseau il va avoir une architecture assez similaire, mais on va recommencer tous les apprentissages avec les poids, etc. Parce qu'on sait que tant qu'on était sur un échantillon très petit, on a plein de biais et qu'on veut se débarrasser de ces biais-là une fois qu'on est content de notre échantillon plus large. C'est basiquement le truc qui n'est pas censé converger vers le réseau initial. Donc, vu qu'il est parti d'un truc très simple, il a appris du coup, il s'est appliqué après à des feux de 3, la résultat. Et si on prend ça comme nouvelle base de données, après le nouveau réseau de neurones, si on apprend là-dessus, je me dis qu'il va finir par tout retourner sur ce qu'il a vu. On a l'impression qu'on n'a pas rajouté d'informations. Alors, d'abord, il y a une astuce qui est que ça prend beaucoup moins de temps de montrer des images à un humain et qu'ils disent oui, non, que de faire étiqueter à un humain des images. Donc, simplement le fait de jouer à ce jeu-là et en utilisant l'early stop là, de sélectionner les images qui sont bonnes ou ce genre de choses, ça permet d'introduire de l'information, puisque l'humain, l'expert, il regarde les images et il dit oui, non, et à beaucoup plus faible coût que vraiment de faire l'étiquetage. Et la deuxième chose, c'est que ce que tu dis là, bizarrement, ça n'a pas l'air tellement vrai avec les réseaux. Il y a des gens qui font ce qu'ils appellent de la distillation de données, où en fait ils apprennent sur une certaine base, ensuite ils prennent des bases beaucoup plus grosses non étiquetées, et ils laissent tourner le réseau dessus, ils sélectionnent certaines des labellisations que le réseau a fait, ils les rajoutent à la première base, t'as rien à rajouter comme information, ils refont les apprentissages et ça marche mieux qu'avant. Et on est d'accord que le background théorique est comme d'hab un peu flou là-dessus, mais apparemment ça fonctionne. Donc je peux pas être tranché. Là-dedans, excuse-moi. Ouais. La loss function, c'est quoi? C'est probabilité de détection, probabilité de fausse alarme, erreur de tu sais ce que c'est? Ouais, là, en fait, ils ont essayé des trucs un peu fancy et in fine, je crois qu'ils utilisent surtout la MSE sur l'ensemble des pixels. Ils ont essayé des trucs parce qu'en fait, ils ont eu des problèmes des fois avec des trous dans les zones qui avaient déjà brûlé, qui étaient en train de refroidir et il y a des trous qui apparaissaient. Et en fait, ça, ils s'en fichent puisque ce qui les intéresse, ce sont ces cartes-là de ce qu'ils appellent le rate of spread, la vitesse de propagation du front. Donc en fait, ce qui les intéresse, c'est le front. Donc ils ont quand même tenté des astuces pour concentrer la loss sur les zones d'intérêt, c'est-à-dire les zones où il y a effectivement le front. Mais concrètement, je pense que c'est le genre de choses, là on est dans de la bricole, puisqu'on en est à étiqueter des choses. Quand il y aura 3-4 feux étiquetés et que le but ce sera de commencer à avoir un réseau qui généralise à plus de feux, là on va commencer à se poser des questions plus sur les détails fins de l'apprentissage, effectivement. Typiquement les réseaux qu'on utilise là ne sont pas récursifs, alors que clairement c'est un film, et même quand l'humain il étiquette, il a besoin de regarder quelques images avant, quelques images après, pour comprendre exactement où est le front. Et donc pour l'instant, on n'avait pas assez de données en fait. Si tu prends tes 10 images et que tu t'amuses à les regarder récursivement en plus, selon comment tu construis ta loss, en tout cas, si tu les prends par groupe de 3 pour voir si l'évolution est bonne ou ce genre de choses, tu en as encore moins des points d'observation et t'es embêté. Voilà. Bon, j'en ai fini pour ces parties-là. Là, on entre dans une partie où on s'est un peu plus posé la question de dire est-ce qu'on peut repenser certaines des approches qu'on a classiquement, donc là c'est de la CFD, appliquées en l'occurrence à de la combustion. Il y a des gens qui font de la combustion ici? Turbulente?
Non? Bon, je vais donner des idées un peu générales là-dessus, mais on n'entrera pas dans les détails. Et je pense que ça généralise à la notion de modèle de sous-maille beaucoup plus large. Donc un modèle de sous-maille, bon là je vais passer vite, pareil que ça vous connaissez je pense, mais le truc c'est que souvent on peut se payer une maille, mettons LES ou RANS, enfin, qui est scalée, c'est ce qu'on peut payer. Et on sait que pour correctement décrire le phénomène physique qui est en dessous, il faudrait mettre beaucoup plus de mailles et on ne peut pas se le payer, c'est une vraie config. Du coup, le problème de la modélisation de sous-maille, en gros, c'est de dire qu'est-ce qui manque entre ces deux. C'est d'essayer d'inventer l'un moins l'autre quand on n'a pas la physique pleinement résolue. En fait, du coup, notre approche, c'est de partir pour faire ça avec de l'apprentissage, c'est de partir avec des simulations pleinement résolues, avec une certaine technique de filtrage, de produire la simulation sous-résolue équivalente qu'on aurait eu si on n'avait pas pu se payer cette grille. Et en même temps, comme on a cette grille, on sait ce qui manque, on est capable de faire la différence des deux. Et ça, en fait, c'est directement l'entrée et la sortie d'un modèle d'apprentissage. D'accord ? Et c'est ce qu'on fait d'habitude avec des corrélations statistiques, en fait. Hein. Le travail de modélisation, il se positionne souvent là. Tout ce qu'on propose, c'est dans ce contexte-là de le reformuler sous forme d'apprentissage plus automatisé. Et évidemment, le but à terme de ce truc-là, c'est après d'être capable de faire tourner le solver physique, parce que là, on a juste un terme de fermeture ou quelques termes de fermeture de nos équations qui vont être modélisés par cette approche, mais on ne remplace pas tout le solver physique, d'accord ? On intègre encore nos équations, ça veut dire qu'on va conserver notre masse, on va conserver notre énergie, on va conserver les choses qu'on veut conserver, mais les termes de fermeture, on va les calculer en passant par une fonction apprise. Alors, la particularité de la combustion qui fait que ça s'applique, enfin, ça nous a donné l'idée d'aller vers de l'analyse type réseau de convolution parce que ça ressemble vachement à l'image, c'est que, je ne sais pas si vous voyez là, mais derrière, là, il y a une grosse DNS faite par Sandia, et ça, c'est la surface de la flamme. Et une flamme turbulente, c'est un truc qui est hyper plissé, qui a plein de petits replis et de petits creux. Sauf que quand on le représente forcément sur une maille plus grossière, bah, ça lisse tout. On ne peut pas représenter le même niveau de plissement. Donc en fait, c'est un truc assez mécanique, les modèles de combustion turbulente. La question qu'on pose essentiellement, enfin, c'est l'une des approches à la modélisation combustion turbulente, c'est de dire, bah, sur cette flamme qui est celle que je peux représenter, combien je suis en train de manquer de circonvolution, en fait, combien il me manque de surface. Et simplement en plaquant la surface manquante sur cette flamme, on est capable de l'accélérer au sens où, en gros, on peut faire l'approximation que la quantité de carburant qui est consommée par instant, c'est proportionnel à la surface de flamme. Et donc dans un domaine où on a une flamme qui, concrètement, ne peut pas avoir la même surface parce qu'elle ne peut pas être aussi plissée, en gros, elle ne consomme pas assez, quoi. Elle est trop lente. Et donc nous, on vient dire, bah là, en fait, tu aurais eu tant de surface en plus, donc tu aurais consommé 2 fois plus de carburant. Et donc on vient accélérer ce bout-là. Et donc tout le job, c'est de dire, en regardant une flamme lissée, est-ce qu'on est capable de deviner les endroits où en fait elle aurait été plissée et de combien? C'est une analyse qui paraît assez, le fait que ce soit de l'analyse de surface, ça nous a paru assez topologique et donc ça nous a fait penser à une analyse plus spatiale avec des réseaux de convolution. L'autre chose aussi qui nous a fait penser à ça, c'est qu'en fait la littérature fait ça d'habitude avec des fonctions qui sont dites algébriques, c'est-à-dire des formulations locales. Ça, c'est ce que beaucoup de gens font pour les termes de fermeture. Vous avez votre équation, et en chaque point, vous vous demandez à chaque ité, bon bah, je prends toutes les variables que j'ai disponibles, je prends l'état de ma vitesse, éventuellement les gradients. Alors on triche un peu, ça forcément, ça prend de l'information d'à côté, la température, enfin l'état de votre fluide. Et puis, vous essayez avec ça de faire la meilleure prévision possible de votre modèle de sous-maille. Mais dans le contexte de la combustion turbulente, ça fait quelques années qu'il y a des gens qui ont réalisé qu'en fait, s'ils regardent les choses à 2 échelles différentes, s'ils regardent à la fois localement et ils filtrent pour finalement agréger de l'information d'un champ un peu plus large, eh ben, ils arrivent à améliorer assez significativement les prédictions dans ce cas-là. Du coup, en fait, l'extension à un réseau de neurones, à un réseau convolutionnel, ça nous a paru très naturel. C'est-à-dire qu'un réseau de convolution, ce sont des convolutions imbriquées qui donc ont tout un champ réceptif de plus en plus large. Et donc en fait, ça consiste juste à dire, bah, je vais apprendre l'influence de toutes les échelles sur ce truc que je suis en train d'essayer de prédire. Et concrètement, pour faire ça, donc, on part de notre maillage DNS que je vous racontais avant, et on le filtre pour produire l'entrée et la sortie de notre réseau de convolution sur un maillage beaucoup plus grossier. Ça, c'est un point important, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, il y a plein de gens qui pensent, et d'ailleurs il y a des papiers où les gens font des DNS et ensuite entraînent des réseaux sur les DNS. Et pour moi, le problème avec ça, c'est qu'une fois que vous avez entraîné votre réseau sur une DNS, tout ce qu'il sait faire dans la vie, c'est travailler sur des DNS. Or, si le but, c'était d'essayer d'avoir quelque chose qui vous permet de gagner du temps, d'accélérer les choses, bah, le but, c'est d'essayer de ne pas avoir à faire systématiquement des DNS, les fameuses simulations ultra résolues qu'on ne peut pas se payer dans un cas réel. Donc ce qu'on fait ici, c'est que toutes les simus sont tournées dans la case rouge, mais tous les apprentissages sont tournés uniquement dans le monde de la LES sur des maillages grossiers, et donc vont plus tard pouvoir être utilisés directement dans des LES.
Voilà, alors le réseau qu'on utilise, c'est un UNet, on en parlait tout à l'heure, certains d'entre vous connaissent déjà, c'est un réseau qui est tiré de l'analyse de la segmentation d'images médicales. Segmentation d'images, ça veut dire qu'on veut savoir où sont ces objets-là, donc le résultat c'est 0 ou 1, ça veut dire que vous avez une fonction d'activation à la sortie qui est un truc qui a tendance à pousser les résultats vers 0 ou 1, et nous on a juste changé la fonction d'activation à la sortie en disant non mais nous en fait on veut faire une régression, on veut un truc qui peut être à n'importe quoi entre 0 et l'infini. Et donc, on a juste changé la fonction d'activation en sortie. Et bon, après, on a joué un peu avec les paramètres internes, mais c'est une application très très directe d'un UNet relativement classique, quoi. L'autre question que les gens posent des fois, les gens qui trouvent que c'est très boîte noire et qu'on ne sait pas ce qui se passe là-dedans, il y a un certain nombre de choses qu'on peut dire quand même, et notamment là, quand on regarde dans le détail, donc ça c'est des convolutions 3-3 ici qui sont faites, et puis vous avez du downscaling et vous avez plusieurs chemins. Et en fait, ce qu'on peut tracer au fur et à mesure de ce truc-là, c'est un truc qu'on appelle le champ réceptif. C'est-à-dire, je sais que l'information qui est représentée ici à chaque pixel, elle a été constituée en regardant tout ce qui se passe à 3 pixels au total, dans une largeur de 3 pixels. Et donc, je sais aussi qu'à la couche d'après, c'est 5. Et à cause de certains downscaling, il y a des effets un peu qui augmentent cet effet-là. Et donc, quand on arrive ici à la dernière convolution la plus profonde de ce système, on sait que le champ réceptif, il est de 29 pixels. Donc, vous avez l'information locale, la décision locale, elle est prise en regardant des images qui font 29 pixels de large. Et ça c'est important parce que typiquement la façon dont on l'entraîne ici, c'est comme on a des données qui sont quand même en quantité limitée, vu qu'elles sont 3D, on commence par entraîner sur des petits cubes de 8 de côté, mais on sait parce que ça on peut en faire plein dans notre domaine, mais on sait qu'en faisant ça, en fait, on est surtout en train d'entraîner des éléments qui ont un champ réceptif assez faible. Et ensuite, on augmente progressivement la taille des cubes qu'on utilise, donc il y en a de moins en moins, mais ils sont de plus en plus grands et ils peuvent représenter des structures de plus en plus complexes. Et il y a une certaine cohérence dans le fait qu'on observe sur des images 32 de côté, on sait que les champs réceptifs sont de 29 et c'est ça qui colle assez bien. Voilà, donc on a comparé ça dans ce qu'on appelle une stratégie a priori, c'est-à-dire on fait une certaine simu et puis on entraîne le réseau dessus, et après on fait une autre simu en parallèle, qui est elle, toujours une DNS très très résolue, et on la filtre, donc on la regarde à travers, c'est comme si on n'avait finalement pas pu se payer la simulation très résolue. Mais comme on se l'est payé, on sait aussi quel est notre target. Donc ça correspond à l'input et ça, c'est l'output du réseau, ce qu'on essaie de modéliser. Et ensuite, on pose la même question au CNN, on lui donne le même input, lui aussi il produit un output et on peut comparer les deux. Notez que ça, c'est bien pour commencer parce que là, j'ai fait tourner mon code DNS, là, j'ai fait tourner mon code DNS aussi pour générer ça. Et après, j'ai plus besoin de le faire tourner en rapport avec le réseau de neurones, donc j'ai pas besoin de savoir comment sur un cluster HPC faire tourner mon réseau de neurones avec TensorFlow et je sais pas quoi. Là, ça découple complètement les choses, donc c'est pour ça qu'on a commencé avec ça. On fait tout, bizarrement, ça s'appelle a priori, c'est pas moi qui ai inventé le terme, mais en fait, on fait tout post-mortem par rapport à la simulation et un peu a posteriori. Donc voilà, la DNS qu'on utilise, c'est un genre de bec benzène turbulent, bon, peu importe. Et pour se donner bonne conscience quand même, on a fait en sorte que la simulation sur laquelle on teste, c'est pas la même que la simulation sur laquelle on a fait l'apprentissage. Alors le problème c'est que la définition de la même, selon à qui vous parlez, si vous prenez un écoulement comme ça qui est turbulent, en théorie c'est pas la même réalisation turbulente si on regarde la fin par rapport au début. Donc si on avait coupé début-fin, ça aurait pu être une certaine forme de généralisation. Mais ça nous paraissait plus générique de regarder un écoulement qui est vraiment différent. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne un gros pet en fait au début, là, on augmente fortement le débit. Et donc ça crée cette espèce de structure en champignon là, qui se déporte et qui traverse le domaine. Et donc là, vraiment, la flamme, elle n'a pas du tout la même forme. Enfin, pour quelqu'un qui ferait de la dynamique de ces flammes-là, il dirait que pour le coup, c'est une config très différente. Ça ne veut pas dire que pour un réseau, c'est quelque chose de très différent. Le fait que la tâche soit très différente ou pas, c'est difficile à quantifier. Mais au moins, on a fait ce premier aspect-là. Et donc là, ça a super bien marché, on était très contents. On avait un peu sélectionné le cas parce qu'on sait que les modèles de la littérature sont super à la masse sur ce système-là. En fait, ici, en entrée, il y a de la turbulence qui est injectée, mais elle n'a pas encore eu le temps de plisser la flamme. Et ça, c'est un effet qui est, quand vous regardez localement avec un modèle algébrique, vous n'avez aucun moyen de savoir qu'ici, il y a de la flamme, il y a de la turbulence, mais elle n'a pas encore plissé la flamme, alors que plus tard, si. Et quand vous le faites avec un réseau, alors il ne sait quand même pas où il est, hein, le réseau on ne lui dit pas qu'il est au début ou qu'il est à la fin. Mais par contre, lui, il est capable d'observer la structure globale de la flamme. Il est capable de voir qu'ici, il y a une forme globale qui est très différente de ici où elle est, à la grande échelle, elle est globalement plane. Et en fait, il utilise ça pour déterminer qu'effectivement, dans ces cas-là, quand c'est globalement plan, il ne faut pas mettre beaucoup de noir ici, hein, le modèle de sortie. Et quand par contre c'est globalement courbe, là, il faut apprendre à mettre beaucoup de plissement. Beaucoup de ce modèle de ce modèle. Voilà, donc on était très content du résultat là-dessus. Et après, on s'est dit, est-ce qu'on peut mettre ça dans un code? Et alors là, les ennuis commencent. Une stratégie,
Ça s'appelle a posteriori, ce qui consiste à mettre finalement le modèle dans un code et de voir qu'est-ce que ça donne réellement. Là, vous êtes sur un cas un peu différent parce qu'avant, on pouvait comparer chaque champ instantané. Vous pouvez dire sur ce champ instantané, il a tourné, c'est fini, et maintenant, j'applique un modèle de la littérature, j'applique mon modèle à moi, et je peux regarder pixel à pixel si j'ai prédit la bonne valeur ou pas. Là, sur un truc a posteriori, donc où on est en train de faire tourner le code avec un modèle de la littérature, et plus tard faire tourner le code avec notre modèle à nous, on n'a pas la même réalisation turbulente entre les deux. Donc on ne peut pas directement comparer les champs exactement. Donc la comparaison est un peu plus difficile. On a trouvé une astuce qui consistait à, en plus de la turbulence injectée en entrée, à pulser avec une onde acoustique très déterminée, parce que ça permettait d'avoir une structure globale de l'écoulement qui était similaire entre tous les cas, et on pouvait faire des moyennes de phase pour les comparer un peu, mais c'est quand même plus dur de faire une comparaison très détaillée, ce qui arrange bien les gens parce que ça permet de valider un peu plus facilement les modèles. Le gros problème, c'était celui-là, c'est que notre code de calcul AVBP, il aime bien tourner sur des CPU, et que TensorFlow qu'on utilise pour faire des réseaux de neurones, il aime bien tourner sur des GPU. Et donc là, il a fallu jouer avec beaucoup de scotch au début, et on est en train d'essayer de le reconstruire de façon un peu plus solide dans un truc qu'on va appeler AVBPDL, de mettre en place la capacité à faire tourner des calculs comme ça, en live, avec le réseau de neurones, qui du coup doit être appelé à chaque itération. Parce que chaque fois que vous arrivez sur votre équation et que vous vous demandez le terme de fermeture, qu'est-ce qu'il vaut, il faut aller interroger le réseau de neurones pour avoir l'information et la renvoyer. Et donc ça, voilà, la flamme elle est là-haut, et sur tout ce qu'on peut regarder, c'est des moyennes, donc. Et sur les moyennes, on a vu que ici vous avez la DNS en bleu et en rouge vous avez les calculs tournés avec le CNN, et les deux autres ce sont deux modèles de la littérature dont le vert est vraiment l'état de l'art. Et là-dessus on récupérait beaucoup mieux la longueur de la flamme, ce qui est assez logique puisque donc les modèles de la littérature ils se trompent vraiment à l'entrée, et donc ils se trompent finalement sur le taux de consommation et sur la longueur de cette flamme. Voilà, l'objectif après ça, c'est en fait de pouvoir utiliser ça pour faire des grandes simus. Et un de nos problèmes qu'on a nous, c'est qu'on fait des simulations d'explosion dans des bâtiments. Et donc là, déjà que dans une chambre de turbine, chambre de combustion d'un moteur aéronautique, on n'arrive pas à faire une DNS du tout. Alors quand votre bâtiment il fait 100 mètres de long, vous imaginez la tête. Et donc c'est d'autant plus difficile de faire des modèles de Soumaï qui fonctionnent parce que plus on va loin de la résolution physique complète, et plus c'est dur. Et donc l'idée c'est d'aller vers là, mais là on commence à se poser des questions du style comment on traite les conditions limites, parce qu'en fait un réseau de neurones, il a aussi besoin de conditions limites, et aujourd'hui c'est pas particulièrement défini dans ce contexte comment elles doivent être traitées. Il a cette histoire de champ réceptif qui est super large, donc c'est comme s'il avait un stencil très très large, on ne sait pas le décentrer aux parois exactement, et donc c'est pas évident de savoir comment traiter les parois dans ce cas-là, et c'est un des trucs sur lesquels on a un thésard qui est en train de travailler. Ok, bon, je vais dire quelques mots de la simulation de données parce que ça donne un film qui, maintenant que je l'ai compris, je trouve très intéressant, mais vous me direz si c'est assez clair. En fait, la simulation de données, c'est un truc qui vient vraiment à la base des gens qui font la modélisation du climat ou de la météo. C'est-à-dire qu'ils ont des paramètres d'entrée de leur solver, ils le font tourner, et puis ça donne un certain état, et ça vous dit jeudi à 8h du matin, ce sera comme ça. Le problème, c'est que jeudi à 8h du matin, il y a une station météo aux Açores qui a mesuré et qui dit non, il ne faisait pas 18, il faisait 24. Et donc là, la question, ça devient, ok, et comment je fais moi, parce que je n'ai pas de station de météo ailleurs qu'aux Açores, j'en ai pas dans tout l'océan, donc comment je fais finalement le problème inverse? Comment je fais pour corriger les paramètres d'entrée? Qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma simu pour qu'au final, quand je la refais tourner entièrement, à la sortie, le résultat colle plus à l'observation qu'il y avait à cette station? Puis les stations, il n'y en a pas une, il y en a n, et ce problème inverse devient vite très compliqué. Donc là où il y a des gens qui commencent à regarder des choses marrantes, c'est d'utiliser des réseaux génératifs pour faire cette paramétrisation. Je m'explique. En prenant vos modèles, vos paramètres physiques, vous faites tourner votre solver, ça produit des champs. Ça peut en produire plein. Vous pouvez produire des bases de données énormes de champs turbulents, par exemple. Et là-dessus, on peut entraîner des GAN, donc des générateurs adversariels. Des réseaux de neurones qui sont des générateurs qui partent aussi d'un espace de paramètres. Alors par construction, ils partent d'un espace de paramètres factice. C'est un truc, chez nous, c'est R32. Et même, ça concentre les points autour d'une gaussienne centrée variance 1 dans cet espace. Et à partir de ça, il apprend à générer des images qui sont tirées de la même distribution que les images d'entraînement. Alors ça, c'est un truc qui est super flou. Mais concrètement, ce que ça veut dire, si vous l'avez déjà vu sur des visages, les GAN, c'est les trucs qui génèrent maintenant des visages de très haute qualité. Et c'est assez impressionnant parce qu'on ne sait pas expliciter le jeu de règles qui fait d'une image de visage une bonne image de visage, et pourtant, ça donne des super résultats. C'est-à-dire que c'est un apprentissage qui est non supervisé, semi-supervisé, ça dépend à qui on demande, mais enfin clairement, on n'a pas spécifié exactement tous les paramètres qui font une bonne ou une mauvaise image, on lui en a juste montré plein.
Et à partir de ça, il essaie d'apprendre à en générer des nouvelles. Donc l'intérêt de ça, c'est qu'après, on se retrouve avec ce système, cette espèce de fonction G qui va d'un espace de dimension raisonnable, R32 chez nous, vers par exemple un champ turbulent 2D, ici c'était du R128 par 128, c'est quand même beaucoup plus grand. Et on est capable de réexécuter cette fonction à l'envi, c'est-à-dire que même si on n'avait que 10 000 points d'apprentissage là, comme on a bien structuré cet espace ici qui s'appelle l'espace latent, en fait on peut revenir refaire du sampling dans cet espace, et à chaque fois qu'on tire un point là-dedans, on le fait passer dans le générateur, et boum, ça sort un champ en sortie, qui, si on le montre à un turbulencier, est pas mal, si on passe des moulinettes de statistiques turbulentes dessus, est pas mal, et qui ressemble pas mal à ce qui était donné ici en entrée. Alors ça, en gros, on peut le voir aussi en disant que finalement, un espace, alors penser en grande dimension, c'est toujours assez pénible, mais un espace, il y a un truc qui... Donc ça va aller. De grande dimension, typiquement 128-128, c'est un truc absolument monumental, mais si je vous tire un point au pif dans un espace R128 par 128, ça va vous faire du bruit blanc. Ça va ressembler à de la neige à la télé sur les anciens tubes catholiques. Donc si je fais ça, la probabilité, si je fais des tirages dans cet espace, que je tombe sur un champ turbulent, elle est infime. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une espèce de variété différentielle, un manifold là, dans cet espace, qui est sûrement hyper bizarre, mais qui est tous les endroits où, si je tape un point à cet endroit-là, c'est de la bonne turbulence. Je ne sais pas ce que c'est ce truc, je ne sais pas à quoi il ressemble, mais le job de ce générateur, c'est de dire, puisque ça c'est très petit, probablement par rapport à l'espace total, la majorité de cet espace, dedans, il y a, puisque j'ai pris 128 par 128, il y a des photos de Bill Clinton là-dedans, il y a tout, d'accord, tout ce que vous pouvez faire avec des pixels 128 par 128. Et la petite zone là-dedans qui correspond à des champs acceptables au sens de ceux que je vais montrer, eh ben, en fait, on la map avec un espace beaucoup plus petit. Et donc, on essaie de faire une équivalence ici. Le R32, il n'est pas anodin. On a cherché la bonne taille pour être capable, finalement, d'avoir un truc qui relie directement. Qui finalement, c'est un géotrouve-tout qui nous permet toujours de tomber sur des points de ce grand espace qui sont effectivement bons au sens de la distribution des éléments vus en entrée. Alors, là, je vous ai montré de la turbulence. En fait, le truc sur lequel on fait ça, c'est Total qui nous demande de faire ça à la base sur des géosciences, mais c'est assez parlant visuellement. Ça, c'est des champs qui sont générés par un algo qu'ils ont en interne chez Total, qui est empirique, qui a été validé par des géologues qui disent « ouais, il y a des formations qui ressemblent à ça ». C'est vrai. Quand il y a eu des rivières et qu'elles ont bougé au cours du temps, ça ressemble à ça. Leur problème, c'est que les entrées de ce truc-là, c'est genre le seed d'un random generator, quoi. Donc ils peuvent générer celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Alors si on leur demande d'en générer un qui correspond aux différents forages qu'on a fait et où il y a bien les bons blancs ou noirs, alors on a simplifié le problème, là où on a foré, il va falloir faire des tirages pendant très très longtemps pour en trouver un qui va bien. Du coup, on a entraîné un GAN à générer des images qui ressemblaient à celle-là. Alors, elles ne sont pas à l'œil identiques, on sent qu'il y a une légère différence à l'œil avec celle du dessus, mais elles sont pas mal, et surtout on les a passées aux moulinettes statistiques qu'ils avaient chez Total, et ils étaient d'accord qu'elles étaient pas mal. Bon, très bien. Donc ensuite, on peut paramétriser cet espace hautement non linéaire, c'est super. Alors ça, on reproduit le résultat d'un papier en fait, où en plus il se compare à de la PCA. Alors c'est quand même particulièrement fourbe, parce que comme là ce sont des champs qui sont 0 ou 1, on se doute bien que si vous travaillez avec des méthodes de type décomposition en mode, eh ben, pour arriver à récupérer les seuils extrêmement forts 0,1, elles vont forcément donner des trucs assez moches. Donc, bon. Mais n'empêche que dans ce cas-là, ça marche très bien. Et donc ensuite, la deuxième chose, c'est on veut être capable de conditionner. On veut être capable de donner une contrainte, de dire ouais, c'est super ces tuyaux-là, mais moi je sais qu'il y en a un ici de tuyau. Donc j'aimerais bien une image qui colle à cette contrainte-là. Et ça, c'est le monde des GAN conditionnels, un ensemble de techniques. Et donc quand on l'applique, ça c'est des résultats aussi pareil qu'on a reproduits sur nos données à nous avec Total. Et là vous avez ici, alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais vous avez les points sur lesquels on a mis le conditionnement. Et à chaque fois il y a bien un tuyau qui passe sur ou pas loin de ces points. Mais vous voyez qu'on a aussi gardé la diversité, c'est-à-dire qu'ailleurs il peut se passer des choses. Et pendant ce temps, toutes les images restent relativement bonnes au sens que ça ressemble effectivement à de la tuyauterie de rivières qui se sont déposées à cet endroit-là. Donc concrètement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on peut faire des tirages là, dans cet espace. Chaque fois qu'on fait des tirages dans ce petit espace latent, ça tombe bien sur le manifold en sortie. On peut même se balader dans l'espace en entrée et on sait qu'on ne va pas sortir de ce manifold et faire des images intermédiaires qui sont mauvaises. On peut se balader où on veut. Et donc on peut faire ce qu'on veut. On peut faire la descente de gradient dans cet espace pour essayer de se rapprocher d'un point qui minimise une certaine erreur à des observations en certains points par exemple. Donc typiquement là, ça c'est le Montésar qui a fait ça récemment, il a fixé une contrainte. Alors en plus il y avait Franco, il a mis une grosse patate là. Il a dit bah, cette image elle est bien, donc il a fait un premier tirage là. Il a eu une image qui escalait. Il a dit ok, mais moi pour une raison ou une autre, je sais qu'ici je veux autre chose. Et donc là, ce qui est important, c'est que non seulement on va essayer d'aller vers une image qui colle mieux à cette contrainte, mais que tous les états intermédiaires restent bons, en fait. Et donc là, effectivement, si on lance le truc, vous voyez qu'il est en train de se déplacer. En fait, il fait une simple descente de gradient
pour tenter de coller à cette contrainte. Et il va chercher une image qui, donc toutes les images intermédiaires, vous avez vu, c'est toujours ces histoires de tuyaux. On n'a jamais appris ce que c'était que des tuyaux et de comment il fallait faire ces images. Et effectivement, il trouve quelque chose qui colle bien à la contrainte. Voilà, donc, et on est en train de réfléchir à appliquer ça maintenant en climato, parce que ça intéresse beaucoup les gens qui font de la simulation de données en climato. C'est genre, comment je peux morpher mon champ pour qu'il colle à l'observation aux Açores, mais que ce soit encore un champ solution de mon jeu d'équations, par exemple. Voilà, ça c'est tout. Ouais, pour ce cas-là. C'est vraiment intéressant, ça. Vraiment malin. Ça ressemble beaucoup à des choses qu'on peut faire aussi avec des crigeages, en fait. Quelque part, tu décris ta densité de ta DSP, de ton bruit, et tu génères un noyau gaussien et tu génères le bruit que tu veux, qui a la même autocorrélation que l'image de texture que tu as. Ouais. Et on peut faire des générateurs de nuages ou de choses comme ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce mapping-là, de pouvoir que tu n'as pas. C'est que lui, il est capable de faire des trucs que les techniques de décomposition en mode perdent complètement. Quoi. Ouais, absolument. Donc c'est vraiment. Ça ressemble à du générateur de texture qu'on connaît, mais avec cette fonctionnelle dans un espace plus petit. C'est vraiment génial. Oui, merci. Autre chose là-dessus? J'en ai essentiellement fini. On a essentiellement retenu qu'il y avait de quoi faire. Et donc, comme vous avez vu, on a pas mal de sujets en cours. J'en ai quelques autres aussi, on pourra parler si vous voulez. Mais on pense qu'il y a vraiment de quoi faire dans ce domaine et on met des jetons là-dessus, Surfax, clairement. Et puis alors, un truc vite fait, c'est qu'on a essayé de commencer à faire une espèce de carto de tout ce qu'on fait, justement, parce que c'est un peu trop éparpillé. On a réalisé que donc, dans Helios, là, notre groupe de travail, il y a clairement la première branche, les premières idées qu'on s'est faites, c'était de faire du supervisé, c'est-à-dire de l'apprentissage. On dit, alors il y a plein de gens qui m'ont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas identifier les tourbillons, un truc comme ça. Alors le problème de tout ce qui est identification, classification, c'est qu'il faut des étiquettes, donc il faut des gens qui aient passé du temps à regarder ça. Et c'est quand même pas évident de trouver des bonnes étiquettes en physique. Dans l'ensemble, les gens ils passent pas leur temps à regarder des photos de tourbillons sur internet et à les catégoriser. Donc là, on a été embêtés pendant longtemps. Maintenant, on est en train de réfléchir avec Airbus à faire de la maintenance prédictive, où là, pour le coup, ils ont accès à des données qui sont des données terrain, beaucoup plus de données terrain, et ils peuvent savoir si finalement il y a eu ou non une maintenance sur un appareil. Et ça, ils l'ont sur des centaines et des centaines de milliers de vols. Donc là, on commence à entrer un peu dans ce domaine-là, mais c'est vrai que ça n'a pas été trop ça pour l'instant. Par contre, en classif, on peut faire de la segmentation d'images. Et ça, c'est assez différent. Au lieu d'avoir un label par image, c'est comme cette histoire de feu de forêt là, où vous peignez en fait toute une zone de l'image. Et ça, quelque part, même si on n'a que 10 images étiquetées, en fait, 10 images étiquetées, c'est des milliers et des milliers de pixels étiquetés et ça contient une densité d'information beaucoup plus grande. Donc, comme on l'a vu, en fait, sur le cas des feux de forêt, on est capable de faire des choses là-dedans. En régression, on a le remplacement de modèles physiques avec des nouvelles neurones et on travaille sur les time series et on va aussi travailler avec Total là-dessus. Mais donc ça c'était toute la branche un peu classique et puis après on a réalisé qu'en fait nous on a des compétences sur d'autres sujets comme le HPC et la performance. Et donc là-dessus on a fait un truc marrant, pareil je peux vous en parler, on a fait un truc sur la compression de champs turbulents. On a réalisé qu'en fait d'habitude quand vous faites de la compression de champ vous le faites avec encore de l'analyse en composantes principales, enfin une méthode où vous avez un peu déterminé à l'avance comment vous faites de la réduction de dimension. Et là à la place on apprend la réduction de dimension et du coup on peut la spécialiser pour le type de données qu'on regarde. Et c'est vachement performant, c'est vachement efficace. L'autre chose, c'est qu'on a deux thésards qui bossent sur carrément le remplacement de résolution d'équations, de certaines équations, équations de Poisson et équations d'Helmholtz, par des réseaux de neurones. Et la partie dont je vous ai parlé, on est en train de bosser là sur l'intégration des réseaux dans les codes HPC pour être capable de tourner en environnement HPC. Et enfin, donc l'axe génératif qui est plus nouveau et osé, mais qui en même temps est un défi assez chouette. Donc il y a l'histoire de la paramétrisation de distribution que je vous ai montré avec la géologie et on essaie de faire la même chose en climat. Et puis alors Airbus, on a réalisé qu'ils ont des choses en fait assez similaires, ils ont des problèmes de data fusion. C'est-à-dire eux ils disent j'ai des modèles plein, j'ai la CFD quoi, plein, mais j'ai aussi des essais en vol et puis j'ai aussi des essais en soufflerie. Et tous ces trucs ont des densités d'observation qui sont différentes, ont des points d'observation qui sont différents. Et finalement, ce qui les intéresse, c'est de fusionner toute cette information pour à la fin arriver à un modèle qui colle à toutes les contraintes qu'ils ont et qui en même temps intègre toutes les observations qu'ils ont. Et donc ça, c'est pareil, on peut regarder ça avec ce genre de méthode. Et puis, on a aussi une thèse sur la génération de turbulences synthétiques qui va démarrer bientôt.
où là on essaie vraiment d'apprendre à générer des champs. Donc en fait c'est les GAN dont je vous ai parlé là. Et la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on ne serait pas capable de faire un film de turbulence sans avoir à calculer de la turbulence, par exemple pour injecter dans un calcul ou quelque chose comme ça. Et voilà, bon, la reconstruction d'image, on n'a rien de très concret finalement là-dessus, on doit faire un peu d'inpainting, mais ça c'est pour plus tard. Voilà.